Dans un instant, on va accueillir nos premiers présentateurs invités. Mais avant cela, j'ai quelques éléments que j'aimerais partager avec vous, parce que le plus souvent, quand on crée des formations, ce qui est mon secteur d'activité, on crée des formations après avoir appliqué un certain nombre de choses dans notre activité et pour celle de nos clients. En l'occurrence, dans les 2 prochaines années, il y a selon moi un grand nombre de changements qui vont avoir lieu dans notre sphère économique, notre microsphère des infopreneurs, et plus largement dans le monde de l'entrepreneuriat qui nous concerne tous. Et donc, il y a un certain nombre de changements que moi je fais dans mon activité parce que je vois venir cette évolution en 2019 et en 2020. Et je me suis dit que ça serait peut-être intéressant pour vous, avant ces changements de 2019-2020, de vous en parler pour que vous puissiez en prendre note et que peut-être vous puissiez vous profiter des opportunités qui se présentent dans les 2 prochaines années. Combien d'entre vous préfèrent savoir maintenant ce qui va changer en 2019-2020 plutôt que d'attendre 2021 pour regarder une de mes vidéos YouTube qui explique ce qui a changé? Ok. Donc, je vais prendre quelques instants maintenant pour vous parler de mes 7 prédictions sur les gros changements qui commencent à partir de l'année qui vient et qui vont perdurer pendant l'année suivante. Le premier point que je voudrais apporter, c'est la question des plateformes. Combien d'entre vous ont une chaîne YouTube? Ok. Combien d'entre vous ont une page Facebook? Un compte Instagram? Ok. Les plateformes sont au cœur de la stratégie marketing pour beaucoup de personnes parce qu'on se dit que c'est ça qui va nous apporter du trafic, des prospects, des personnes qui vont être fidèles parce qu'elles sont abonnées, parce qu'elles demandent à recevoir nos notifications. Mais il faut que je vous prévienne de quelque chose qui a déjà commencé et qui va énormément s'accentuer au cours des 2 années qui viennent. Ce qui se passe, en fait, c'est la perte de valeur d'un abonné. Si vous avez beaucoup d'abonnés sur YouTube, sur Facebook ou autre, vous avez peut-être déjà constaté ce cycle, mais il se reproduit sur toutes les plateformes. On nous motive en mettant en place de nouvelles fonctionnalités à faire en sorte que les gens aiment la page, deviennent fans de la page, ou deviennent membres du groupe Facebook, ou deviennent abonnés de la chaîne YouTube. En disant, grâce à cela, ça permet à ces personnes de recevoir des notifications. Le problème, c'est qu'en fait, ça marche. Ça marche dans le sens, les gens s'abonnent. Et quand les gens s'abonnent, ils ne se désabonnent pas de toutes les notifications auxquelles ils se sont abonnés avant. Il y a quelques années, la moyenne pour un compte Facebook perso normal, c'est que quelqu'un était fan de plus de 1000 pages. Est-ce que vous imaginez si Facebook affichait dans le flux d'actualité de cette personne tous les messages et toutes les actualités postées par les 1000 pages dont il est fan? Nutella France, par exemple, était la plus grosse page Facebook au départ. Il est fan de Nutella, il est fan de Gad Elmaleh, il est fan du mouvement de XYZ. Est-ce que vous imaginez à quel point ça deviendrait illisible de lire son flux d'actualité? Vous comprenez ce que je veux dire? Quelle est la solution pour la plateforme? La solution pour la plateforme, c'est de filtrer. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous avez une page Facebook avec 100 000 ou 200 000 abonnés, il y a entre 500 et 1000 personnes qui vont voir une de vos vidéos. Le problème, c'est qu'on a tendance à perdre la mémoire de ce qui s'est passé avant. Ça s'est passé pour les pages Facebook, ça s'est produit pour les notifications YouTube. Maintenant, si quelqu'un est abonné à votre chaîne YouTube, il ne reçoit pas forcément une notification. Seulement si YouTube pense que cette personne, en ce moment, est suffisamment intéressée par le sujet pour pouvoir recevoir les notifications. Donc, on vous propose de mettre un autre sparadrap par-dessus, qui est la petite cloche. On dit oui, bon, alors, ils vont être abonnés, mais s'ils veulent être abonnés et en plus être notifiés, il faut qu'ils cliquent sur un autre bouton. Qu'est-ce qui va se passer quand les gens auront cliqué sur 1000 boutons en forme de cloche? Eh bien, ils auront une boîte de notifications dans laquelle ils ne vont jamais aller, où ils vont recevoir toutes les notifications, et une autre boîte prioritaire qui va être ceux qui ont cliqué sur la cloche, mais qui ont cliqué plusieurs fois sur la cloche pour qu'elle devienne verte et qu'elle clignote et qu'elle... Vous comprenez le problème de ça? Les notifications push, c'est-à-dire le petit truc qu'on vous propose sur certains sites web en disant abonnez-vous aux notifications et comme ça,
on va vous dire quand il y a un nouvel article, etc. Vont connaître exactement le même effet. Facebook Messenger, qui est une super plateforme, hyper intéressante en ce moment, sur un plan tactique, sur un plan technique, parce qu'il y a un gros taux d'ouverture des messages que vous envoyez si vous utilisez Facebook Messenger. C'est super top et c'est une maîtresse dans laquelle il ne faut pas avoir confiance. Parce que le taux de livraison des messages que vous envoyez, si vous avez 5000 abonnés sur votre Facebook Messenger, vous envoyez un message, il y a déjà plus 5000 personnes qui le reçoivent. Maintenant, pour la plupart des gens qui ont plusieurs milliers, on est dans les 80% seulement qui reçoivent le message, pas qui ouvrent. Et ça va faire que continuer à chuter. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les plateformes, et je vais parler de Facebook en particulier, elles ont 3 publics à satisfaire. Le public numéro 1, ce sont leurs actionnaires. Il faut qu'ils fassent du bénéfice, sinon c'est la fin du monde, on vire le PDG. Le PDG en général ne veut pas être viré, donc il faut qu'on fasse des bénéfices. Le public numéro 2, c'est les gens qui consomment la plateforme, les utilisateurs. Pour faire plaisir au public numéro 1, il faut générer du revenu, du bénéfice, donc on met des pubs. Ça ne fait pas plaisir au public numéro 2, qui sont les utilisateurs, donc on met des pubs, mais on les filtre. Pour faire des pubs, on est obligé d'accommoder un public numéro 3, qui est nous. Nous sommes les gens dont la plateforme ne veut pas vraiment, mais ils sont obligés, pour satisfaire un public 1, de composer avec nous. Mais ça veut dire aussi que la plateforme ne se sent pas forcément redevable des promesses qu'elle nous a faites dans le passé par rapport à comment on allait pouvoir communiquer avec notre audience, qui est le public 2. Si la plateforme pense qu'on nuit à notre public 2 en les bombardant de messages, ce qui est inévitable, parce qu'une fois que ça marche, on va les bombarder de messages, c'est comme ça, eh bien, la plateforme va petit à petit augmenter les tarifs et diminuer la capacité qu'on a à communiquer avec les abonnés. Donc, le premier point qu'il faut comprendre, c'est cette transition qui fait que avoir sa propre plateforme va devenir de plus en plus important. Parce qu'il y a quelques années, il fallait juste publier sur Facebook et YouTube. Maintenant, il faut publier sur Facebook et YouTube et Instagram et les stories que tout le monde a. YouTube Stories, Instagram Stories, Snapchat Stories, Le Bon Coin Stories, ça va être génial. Donc, ça va devenir de plus en plus important d'avoir votre propre plateforme, votre propre blog que vous possédez, où personne ne peut vous supprimer, fermer le robinet sur comment vous pouvez publier, et votre propre base de données email que vous pouvez bouger d'un prestataire à l'autre. Et même si on continue de dire que l'email meurt, depuis que j'ai démarré mon business en 2006-2007, mon activité coaching séduction et école de salsa, on disait déjà l'email est en train de mourir. Donc il faut avoir des abonnés sur sa page Facebook. Et vous voyez le résultat que ça a eu. Aujourd'hui, ça ne sert à rien d'avoir des fans sur sa page Facebook. Mais les gens qui sont abonnés sur ma newsletter, certains d'entre vous sont abonnés sur ma newsletter depuis longtemps. Combien d'entre vous sont sur ma liste d'emails depuis plus de 3 ans? Plus de 4 ans? Plus de 5 ans? Allez, 2010? On a quand même. Combien d'entre vous sont sur ma page Facebook depuis plus de 5 ans? Voilà. Et je l'ai depuis plus de 5 ans. Donc, point numéro 1, c'est le problème des plateformes. La fenêtre d'opportunité sur Facebook Messenger aussi va se refermer, donc c'est maintenant qu'il faut en profiter si vous pouvez en profiter. Sinon, il faut déjà commencer à chercher qu'est-ce qui va se passer après. Les pubs seront plus chères, comme je viens d'expliquer aussi, et du coup, les faux experts vont réutiliser des vieux témoignages, des vieilles stratégies. Il faut faire très attention à ça. Quand vous regardez tout ce qui est stratégie publicitaire, etc., de regarder les dates. Si moi, je vous enseigne mes stratégies Google AdWords qui cartonnent, il faut dire, Sébastien, c'était quand ta campagne en question? Ah, c'était pour le cours de séduction en 2008. Peut-être que ça a un peu changé. Bien, là, le processus va s'accélérer. Les gens qui vous disent, j'ai la stratégie Facebook qui cartonne, il faut dire, OK, le témoignage, il date de 2016. Ce n'est plus la même opportunité maintenant. Deuxième point, c'est sur le leadership.
Les acteurs de notre milieu, entrepreneuriat, infoprenariat, se sont professionnalisés de plus en plus au cours des dernières années et ça va en fait s'accélérer avec ouverture sur le monde grand public, sur les médias. Et ça veut dire aussi qu'il va y avoir d'autant plus d'importance à être entouré d'une équipe. Parce que je dis, vous êtes solopreneur, ça va être une des grosses opportunités de se poser la question en fait. Premièrement, est-ce que je tiens moi à être à la tête de mon activité ou est-ce que je préfère être associé ou rejoindre quelque chose dans lequel je crois et qui a un gros potentiel de génération de revenus parce que je suis intéressé sur le progrès que j'amène. Ça va être une évolution qu'on va avoir de plus en plus. Où au lieu d'avoir un gars tout seul qui fait lui-même ses vidéos et son montage et son site et son design et ses logos, etc., vous allez avoir des gens qui sont entourés d'une équipe de gens qui croient dans la mission, qui croient dans la vocation et qui font en sorte de faire grandir cette activité. Et du coup, avec cet effet de synergie, ils vont aller plus vite que ceux qui sont en solo. Et plus les plateformes vont être fractionnées, plus ça va être morcelé et plus il va falloir fournir d'efforts, plus ce phénomène va s'accentuer. Ça veut dire aussi, selon moi, que les leaders qui vont réussir sont ceux qui se concentrent sur un one thing. Ça veut dire ceux qui sont capables de ce qu'on appelle l'essentialisme, se dire quelle est la chose, l'unique chose qui est importante et se concentrer juste sur ça. Un message, une ligne de produit, un public cible, plutôt que d'essayer de toucher tout le monde. Vous avez peut-être déjà entendu dire ça, quand on n'a pas de projet, toutes les nouvelles idées sont des opportunités. Quand on a un projet, toutes les nouvelles idées sont des distractions. Et ceux qui sont distraits vont avoir encore plus de mal parce qu'il y a encore plus d'opportunités d'être distraits maintenant. Troisième point. Alors, ça, je pense qu'on va énormément le voir. Troisième point, c'est la question des produits. En 2019, tout le monde va vouloir lancer un produit par abonnement. Ceux qui n'ont pas déjà lancé, beaucoup d'entre vous ont déjà des produits par abonnement, vont vouloir lancer un produit par abonnement. Alors, c'est une très bonne chose parce que ça veut dire qu'on va avoir enfin la conversation sur comment créer des revenus récurrents, comment s'assurer qu'on a une bonne valeur à vie des clients. Mais ça veut dire aussi qu'il va y avoir d'un seul coup un effet de mode. Et les effets de mode, c'est toujours un peu à double tranchant. Parce que vous allez être poussé par cet effet de mode à vouloir créer à votre tour un produit par abonnement. Et ce que je vais vous recommander, c'est d'être très très attentif sur le fait que quand quelqu'un comme moi, qui a déjà un produit phare, qui est ma formation La Machine à Vendre, donc qui génère déjà des profits via son produit phare de façon solide et sur le long terme, quand quelqu'un à ce stade-là lance un produit par abonnement qui sert par exemple de produit d'appel ou qui sert pour fidéliser ses clients, ça n'a pas forcément la même vocation que si vous décidez, je vais baser toute mon entreprise sur un produit par abonnement. Et donc, il faut être très très attentif à quelle est la mission, la vocation, l'intention derrière un produit, un service, une stratégie. Je recommande de toujours créer un produit phare, développer son entreprise avec un produit phare. Qu'est-ce que c'est un produit phare? C'est le produit qui est haut de gamme et qui résout 90, 95, 99% du problème que rencontre votre client. Comme il est hyper complet, ce produit il est facile à vendre, même s'il est haut de gamme, même s'il est à un tarif élevé sur votre marché en comparaison avec ce qui existe déjà. C'est ça qui vous permet de créer une assise solide pour l'entreprise. Donc, quand cette mode va déferler de ce produit par abonnement, il faut vraiment se poser la question, est-ce que mon entreprise en est à ce stade où ça a du sens de lancer ce type de produit et de dire, je vais investir énormément d'énergie pour que quelqu'un paye 50 € par mois, 60 € par mois, 80 € par mois, sans savoir combien de mois il reste abonné. Il va falloir être très très stratégique sur cette question et pas juste se laisser emporter par l'effet de foule. Tout le monde me suit? Ok.
Point numéro 4. La question marketing. Combien d'entre vous ont déjà entendu le mot copywriting? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le copywriting, c'est la rédaction publicitaire, la rédaction de messages accrocheurs. Je vous l'ai dit, on est dans un monde super intéressant où il y a de plus en plus de plateformes où publier. Et dans un monde super intéressant où maintenant les gens le savent, que quand on crée du contenu super intéressant, ça amène des personnes nouvelles à s'inscrire sur notre site internet. Combien d'entre vous ont compris ce principe? Vous créez du contenu gratuit sur internet, les gens viennent, ils donnent leur adresse email, ils s'inscrivent et ils vont peut-être acheter un produit ou service. Quand j'ai lancé ma formation Séduire le client, quand j'ai lancé le site lemarketeurfrançais.com en 2010, il y avait des blogueurs, des forums de marketing, des experts du marketing de l'époque qui disaient « ça ne marchera jamais ». Cette idée de donner le truc gratuitement, donner des conseils gratuitement en espérant qu'après les gens achètent, c'est à l'américaine. Les Français, ils ne vont jamais acheter. C'est des gens qui aiment juste, en anglais ils disent le mot tire kicker, c'est les gens qui viennent voir les voitures d'occasion, donnent des coups de pied dans les pneus pour voir si les pneus sont bien gonflés et qui n'achètent jamais. Et en 2010, l'ambiance dans le web marketing, c'était de dire ça ne sert à rien de donner le contenu gratuit puisque de toute façon, ça va attirer que des gens qui veulent du gratuit. Personne ne va acheter. On a bien évolué depuis. Le problème, c'est qu'on a bien évolué depuis. Donc vous êtes au courant qu'il faut donner du contenu gratuit pour avoir des prospects. Tout le monde est au courant. Donc si tout le monde est au courant, ça veut dire que tous vos concurrents sont au courant. Tout le monde crée du contenu. Ce qui veut dire que maintenant, ce qui va faire la différence, ça va être de créer le contenu qui est unique, qui est percutant et qui est bien décrit. Et par bien décrit, je veux dire que vous mettez une vidéo sur YouTube, vous envoyez la vidéo par email, eh bien, ce que vous dites au sujet de la vidéo va faire varier énormément les résultats, combien de gens vont cliquer pour aller la voir, même si c'est la même vidéo, même si vous avez du super contenu. Ce que vous dites au sujet de votre contenu, c'est ce qui fait que les gens viennent, c'est ce qui fait que les gens vous trouvent. Donc cette évolution marketing, c'est que le copywriting, la rédaction du message autour du message, va être de plus en plus importante. Si vous n'êtes pas formé là-dessus, ça vaut le coup de commencer à s'interroger, commencer à se former, avoir quelqu'un dans l'équipe qui s'y connaisse, parce que ça va être de plus en plus important, ça va être le facteur déterminant. Comme ça a pu l'être à l'époque du courrier postal, où il fallait faire du marketing direct, et où les premiers courriers postaux, les premiers entrepreneurs qui ont utilisé aux États-Unis cette méthode, c'était pour lancer le magasin Sears au début du XXe siècle. Leur campagne, c'était juste un prospectus avec une photo du meuble, un prix dessus. Les gens achetaient. C'est la première fois qu'ils avaient entendu la possibilité d'acheter un meuble à distance. Waouh, c'est génial! Mais au bout d'un moment, quand tous les fabricants de meubles sont au courant qu'il suffit d'envoyer un prospectus aux gens, ça ne marche plus. Combien d'entre vous récupèrent les prospectus dans la boîte aux lettres et le jettent direct? Il va se produire la même chose avec les emails, les vidéos, les contenus qu'on met en ligne. Donc, l'importance du copywriting. Je dis à 7 points, les 3 derniers. 5e point, la vidéo. Il y a quelques années, on a fait un mouvement massif de la vidéo format télévision 4/3 à la vidéo format cinéma 16/9. Et ensuite, quelqu'un a inventé ça. Au début, les gens se sont dit, ce qui est pratique avec le smartphone, c'est que ça a un écran 16/9. Donc les gens vont le tenir comme ça. Combien d'entre vous tiennent votre téléphone comme ça la plupart du temps? Combien d'entre vous tiennent votre téléphone comme ça la plupart du temps? C'est pour ça que toutes les plateformes qui sont mobile-friendly font de la vidéo verticale ou carrée. Comme ça, c'est un peu ne pas s'engager dans une direction ou dans l'autre. C'est pas terrible dans aucun des deux sens, mais au moins, c'est pas pourri dans un sens. Progressivement, on va se retrouver à avoir de plus en plus de besoins de vidéos verticales. YouTube, déjà, sur mobile maintenant, est capable d'afficher les vidéos de façon verticale. Sur ordinateur, c'est toujours pas terrible. Vous avez 2 belles bandes noires de chaque côté. Mais
ça, au cours des 2 prochaines années, ça va évoluer. On va soit trouver une solution et tout le monde va dire on va faire carré et puis vous allez avoir des téléphones carrés et comme ça le problème sera réglé. Pourquoi pas. Soit YouTube va nous permettre de mettre en ligne des vidéos en disant ça c'est la version 16/9, ça c'est la version carrée, ça c'est la version... Et là ça va faire 10 fois plus de boulot parce qu'il faudra lui donner 2 versions différentes pour se débrouiller. Soit YouTube va trouver un moyen d'afficher sur la page, sur l'ordi, la vidéo verticale en disant vous aviez qu'à avoir une tablette ou un smartphone, c'est votre problème. Mais il va falloir prendre l'habitude aussi de faire régulièrement de la vidéo verticale, surtout si vous êtes sur des plateformes où les gens utilisent beaucoup leur mobile, ou si vous êtes sur des audiences jeunes qui utilisent quasiment que le mobile. Donc vous allez voir, certains d'entre vous ont pu voir que j'ai commencé à faire quelques expériences là-dessus pour mes diffusions en live, des diffusions en vertical ou en carré, parce que je pense que ça va être une grosse évolution et que du coup, comme dans toutes ces évolutions-là, il va y avoir un petit avantage à la saisir à temps, parce qu'au début, tant que les vidéos sont 16/9, c'est le cas par exemple avec Facebook, vous allez avoir plus de vues en faisant une vidéo verticale ou carrée, et vous allez avoir beaucoup plus de clics sur une publicité si elle est verticale ou carrée. On parle de 28% de plus de regardage de vidéos. Les gens consomment 28% de plus de la vidéo sur une vidéo carrée que sur une vidéo horizontale, et 54% de plus sur une vidéo carrée que sur une vidéo 16/9. 6e point, alors ça c'est ma prédiction qui m'est très très chère à moi, c'est l'Afrique. On va petit à petit voir des personnes venir du monde francophone qui n'est pas la France, le Québec, la Suisse, la Belgique, qui vont faire comme les Français sont en train en ce moment de faire aux États-Unis. Quand je suis allé au séminaire de Jeff Walker en 2009, j'étais le seul Français. Pourquoi que ma marque, c'est le marketeur français? C'est parce que quand je cherchais le nom de mon site, et j'étais à ce séminaire, quelqu'un m'a dit « Mais tu sais, entre nous, on t'appelle le marketeur français. On n'a jamais vu un autre Français dans une conférence de marketing, donc peut-être que c'est comme ça que tu devrais appeler ton site. » Bon, ça, c'était en 2009. En 2010, on était 2, il y avait Olivier Roland. En 2011, on était 4. En 2012, on était 8. En fait, j'ai l'impression que ça double vraiment, c'est géométrique. Et maintenant, quand je vais dans le séminaire, là, cette année, j'étais à LaunchCon, il y avait des Français partout. De la même façon que les Français ont découvert qu'en apprenant l'anglais, on peut se former à l'étranger, et bien de la même façon, on va petit à petit voir percer des personnes qui sont des dom-toms, d'Haïti, des pays francophones d'Afrique. Et cette audience, et je les regroupe, alors que pourtant culturellement, ça ne se mélange pas du tout, je les regroupe parce que cette audience a des attentes différentes. Et aujourd'hui, quand vous communiquez avec votre prospect qui est parisien, qui sort du métro, qui n'est pas content d'avoir dû prendre le métro, mais c'est parce que les gilets jaunes bloquaient le passage, qui en a marre de recevoir de la pub, vous communiquez à quelqu'un qui est blasé. Combien d'entre vous trouvent que c'est agréable de communiquer à quelqu'un qui est blasé? Combien d'entre vous trouvent que c'est difficile de communiquer à quelqu'un qui est blasé? Mais en face, vous allez avoir plusieurs dizaines de millions de personnes qui commencent à accéder à Internet, qui commencent à avoir les moyens de pouvoir acheter des produits et des services sur Internet, et qui ne sont pas encore blasés. Vous avez l'opportunité de commencer, même si c'est un petit effort comme ça, léger, mais vous avez l'opportunité de commencer à mettre un pied dans la porte avec ces prospects. Pour ceux d'entre vous qui vendent des produits ou services qui peuvent être vendus à l'international. Et c'est un public qui est ravi d'avoir accès, c'est un public qui est bienveillant, c'est un public qui est reconnaissant pour les contenus gratuits qui sont donnés. Donc, c'est une opportunité majeure que je vois se développer. Et autant il y a 3 ans, dans mon audience, j'avais personne, par exemple, d'Afrique noire, ou alors c'est des personnes originaires d'Afrique noire vivant en France ou en Belgique qui achetaient un produit, autant maintenant, je commence à avoir des ventes de formation à 3 000 € et plus pour des personnes qui sont dans des pays d'Afrique noire. Et ça va se développer énormément au cours des années qui viennent. Donc ça vaut le coup de commencer à avoir une communication, même si c'est que de temps en temps, pour ce public qui est jeune et nouveau et qui ne connaît pas encore les tenants et aboutissants sur votre marché. Tout le monde me suit? Et enfin, alors oui, je voulais aborder l'autre point de vue. C'est pour les personnes qui sont soit dans l'audience, soit sur la vidéo, et qui sont dans ces pays-là, et qui sont
dans cette phase de développement rapide, quelle est la clé pour eux pour que ça cartonne et que ça cartonne rapidement. Parce que moi, je ne suis pas le marketeur guadeloupéen, donc, bien que étant guadeloupéen et étant marketeur, mais donc, la façon dont j'ai développé mon activité, je l'ai développée auprès d'un public français, belge, suisse, et avec des stratégies que j'ai lancées il y a plusieurs années. Mais si maintenant, aujourd'hui, je vais lancer le marketeur béninois, le marketeur algérien, le marketeur de Basse-Terre, le marketeur de Baïf, comment est-ce que je ferais? Eh bien, la première chose à faire, c'est de chercher ce qui manque. Quand on se lance sur un nouveau marché, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui manque, qui est comme une épine dans le pied de tout le monde, mais personne n'a encore apporté la solution. La deuxième chose à faire, c'est d'oser venir au contact pour aller chercher les modèles qui sont dans le futur. Donc de la même façon que pour nous, les États-Unis sont dans le futur, le Brésil est dans le futur maintenant par rapport à nous, ce qui est un peu la honte pour la francophonie. Mais les Brésiliens sont maintenant en avance sur nous, alors qu'ils étaient en retard sur tout le monde il y a 5 ans. Donc de se dire, OK, si nous, on va chercher pour aller dans le futur, ben c'est encore plus facile pour quelqu'un qui est dans ces espaces en développement d'aller chercher dans le futur en regardant ce qui se fait ici en France, parce que c'est la même langue, donc c'est carrément plus facile. Le troisième point, c'est de faire le forcing pour avoir une connexion rapide. Si vous habitez à Petit-Bourg-Carrère comme mes parents, ben, c'est foutu pour être web entrepreneur. Faire une conférence sur Internet, ça ne marche pas. Déjà, envoyer un mail, on est content si le mail part. Donc là, c'est se débrouiller pour se retrouver dans une grande ville, avoir une connexion Internet rapide. Et ensuite, le quatrième et dernier point, c'est de faire ce que j'appelle, et ça vaut pour tout le monde, c'est de faire ce que j'appelle un fichier rapine, R-A-P-I-N-E. En anglais, un swipe file. C'est-à-dire, commencez dès maintenant, quand vous voyez une campagne marketing, une stratégie de vente, quelque chose qui marche bien, même si vous n'êtes pas en mesure de l'utiliser maintenant, de le sauvegarder dans un dossier sur votre ordinateur, de prendre une photo de ce qui a été fait, de sauvegarder la vidéo, parce qu'après, ce fichier, c'est une inspiration énorme quand vous réfléchissez au lancement de nouveaux produits ou services. Ça fait maintenant presque 10 ans que je fais ça. J'ai rangé en dossier, j'ai mon swipe file pour des lancements orchestrés, pour des campagnes, pour des produits d'entrée de gamme, pour le lancement de livres. Par exemple, ça fait 10 ans que je garde des sauvegardes de pages web, des articles, des vidéos de gens qui ont lancé des livres en France, aux États-Unis, au Québec. Et en fait, mon premier livre qui va être publié chez un éditeur, c'est l'année prochaine. Mais quand je le lance l'année prochaine, j'ai en fait toute cette ressource sur laquelle m'appuyer, je ne suis pas obligé de réinventer la roue. Donc quand on lance quelque chose de nouveau, c'est super important d'avoir cette base sur laquelle qu'on peut utiliser comme fondation. Et enfin, le 7e point que je voudrais aborder avec vous rapidement, c'est les sujets brûlants. Selon moi, au cours des 2 prochaines années, on va parler de 3 sujets brûlants et je pense que c'est intéressant de se poser la question un peu en avance. Le premier sujet brûlant, c'est le revenu récurrent. Je vous ai dit, il va y avoir la mode des programmes par abonnement. Et je pense que c'est une conversation importante à se poser, qui est comment est-ce que dans mon entreprise, je peux ajouter du revenu récurrent. Pas forcément en vendant un produit à 7 € par mois parce qu'il faudrait en vendre des milliers ou des dizaines de milliers, mais comment est-ce qu'une partie de mon revenu peut être récurrent? Je vends une machine-outil, comment est-ce que je peux vendre de la maintenance avec un renouvellement automatique de mon contrat de maintenance, et ainsi de suite. Le deuxième sujet qui va être un sujet brûlant, c'est la question du coaching. Combien d'entre vous sont coach, consultant ou une profession similaire? Ok, beaucoup d'entre vous. Le coaching a le vent en poupe depuis plusieurs années. Quand le coaching était quelque chose d'absolument nouveau, qu'est-ce qui faisait vendre dans les journaux? De dire, le coaching c'est nouveau, c'est formidable, c'est une tendance en provenance des États-Unis, allez-y, faites-le. Parce que ça allait à l'encontre du marasme général. Maintenant que le coaching, la sauce a pris, c'est quelque chose qui intéresse énormément les gens. Qu'est-ce qui fait vendre des journaux? Est-ce que c'est de dire les avantages du coaching?
tout le monde est déjà au courant. C'est comme faire les avantages de manger des légumes. Ou bien, est-ce que c'est de dire les dérives du coaching? Combien d'entre vous pensent que ça fait vendre des journaux de parler des avantages du coaching? Combien d'entre vous pensent que ça fait vendre des journaux de parler des dérives du coaching? Ça veut dire que vous allez avoir, pour tous ceux d'entre vous qui sont coach, consultants ou des fonctions similaires, vous allez avoir un challenge qui est de conserver ou de créer l'image positive de ce métier, alors que les médias ont déjà commencé d'ailleurs, à s'y attaquer de plus en plus. Et donc, il y a une opportunité, il y a une place à prendre que de faire partie de la conversation sur les chartes. Alors, je sais, ça existe depuis des siècles, à la charte de déontologie du coaching, à les sociétés françaises qui regroupent les coachs, etc. Mais comme la conversation va être de plus en plus présente, c'est une opportunité d'être présent au moment où cette conversation se produit et de tracer une ligne dans le sable. Quand le coaching en séduction est passé de 1 coach en France à 400 coachs en France, autant au début, c'était facile pour moi de passer à la télé et d'avoir des interviews là-dessus, parce que waouh, c'est nouveau, un mec qui enseigne aux gens comment draguer. Autant, au bout d'un moment, Femme Actuelle se dit, je vais saisir l'opportunité de dire, regardez cette bande de connards qui apprennent à draguer. C'est logique. Donc, ça veut dire qu'il y a une opportunité qui s'est présentée pendant que j'étais en train de développer cette société, à un moment donné, de dire, non seulement à mon public phare, on va vous apprendre à rencontrer la femme de votre vie, mais aussi de dire au grand public, voilà pourquoi est-ce que le coaching en séduction, c'est important, et voilà ce qu'on doit appliquer comme principe, et d'être un peu le parrain de l'industrie. Voilà, je suis le premier à avoir créé une formation pour les coachs en séduction, parce que ça augmente votre positionnement, à la fois aux yeux de cette audience, mais aussi aux yeux du grand public qui influence votre public cible. Tout le monde me suit jusque-là? Et enfin, le dernier point parmi ces sujets brûlants, c'est la crise. Combien d'entre vous ont entendu parler des gilets jaunes? Combien d'entre vous n'ont pas entendu parler des gilets jaunes? Là, dans ce cas-là, je dirais respect, parce que même moi, en faisant la diète médiatique, j'ai eu droit. Parce qu'au bout d'un moment, je me dis, mais est-ce qu'on a gagné un match de foot ou quelque chose? Parce que la quantité de bruit de klaxon et de pollution en bas de chez moi pendant toute une après-midi, je me suis dit, c'est pas possible. Et puis je me dis, c'est bizarre, pourquoi est-ce que tout le monde porte le même... Bref. Peut-être à cause des gilets jaunes et du fait que si les gilets jaunes barrent le passage au Père Noël et qu'il ne peut pas distribuer les cadeaux, ça va déclencher une perte de confiance dans l'économie et ça va créer un effet boule de neige sur toute l'Europe, on ne sait rien. Peut-être à cause d'autres choses. Il va y avoir, à un moment donné, personne ne sait quand, il va y avoir un gros problème économique, financier, à un moment donné. Peut-être en 2019, peut-être en 2020, peut-être en 2025. À ce moment-là, ça va vendre des journaux que de parler de la crise. À ce moment-là, ça va devenir une excuse facile que de se dire « je ne lance pas mon entreprise » ou « j'ai mon entreprise, je baisse mes prix, je ne fais plus de marketing, je ne fais plus de publicité parce que c'est la crise, c'est tendu et il faut rabattre un petit peu les voiles ». Si vous entendez parler de la crise au cours des 2 prochaines années, c'est une énorme opportunité pour vous. Je tiens à vous prévenir parce que ça va être l'excuse facile. Et que cette excuse facile, il ne faut pas tomber dedans. Il y a l'histoire que je racontais au séminaire l'année dernière du propriétaire de restaurant où son fils un jour vient le voir. Donc ça fait 20 ans qu'ils ont ce restaurant qui est au bord de l'autoroute. Les gens viennent parce qu'il y a une énorme affiche 4x3 qui fait la promotion du restaurant. Et donc les gens voient l'affiche, ils sortent et ils viennent manger et repartent. Et son fils vient le voir et lui dit « Écoute, papa, je sais que ça a toujours été utile pour toi cette affiche, mais ça coûte une fortune. Et là, c'est la crise. Il faut que tu commences à baisser un petit peu tes dépenses en prévision de ce qui va se passer. » Le père dit « Ok, d'accord. » Donc il enlève l'affiche 4x3. Il se dit « Bon, à la place, je vais mettre quelques posts sur Facebook, etc. » Bon, si vous êtes au bord de l'autoroute,
le fait que le restaurant fasse des posts sur Facebook, ça ne va pas vous amener au restaurant. Combien d'entre vous me suivent jusque-là? Donc, évidemment, quand son fils revient le voir, et lui dit « Alors, papa, comment ça va ?» Le restaurateur lui dit « Tu avais bien raison. Depuis quelques mois, il n'y a presque plus de clients, c'est la crise. Heureusement que tu m'avais prévenu. » On risque d'avoir le même syndrome. On va vous dire « Mais oui, mais comme c'est la crise, il faut avoir peur de vendre des produits chers. Il ne faut pas faire du marketing, il ne faut pas parler trop fort, parce que sinon les gilets jaunes vont débarquer chez vous. Il faut être prudent, tiède et... » Non, au contraire. Ça va être une grande opportunité. Et il faut faire attention aux gens qui vont crier au loup et crier à la crise longtemps avant qu'elle commence, et qui vont continuer de crier au loup et crier à la crise longtemps après qu'elle soit terminée. Ça se trouve, il n'y aura même pas eu de crise entre les deux, mais ça fait vendre des journaux, ça fait vendre des magazines, ça fait vendre des cours, des e-books à 7 € sur Internet sur comment se protéger de la crise. C'est une opportunité si vous êtes dans le secteur financier, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes dans le secteur de vendre des conseils financiers aux gens, annoncer la crise, c'est la folie. C'est juste, les autres, n'écoutez pas ce premier groupe. OK ? Bon. Donc voilà, les 7 évolutions qui vont avoir lieu, selon moi, en 2019-2020, avec quelques stratégies pour pouvoir vous préparer et prospérer pendant ces 2 prochaines années. Combien d'entre vous sont déterminés à être entrepreneurs libres et à prospérer en 2019 et 2020 ? Ok, parfait.